Le but étant évidemment de trouver le ou les gènes causant pour l'anomalie de l'autisme. Je vous demande pas aujourd'hui, si vous êtes d'accord, passez par Sylvie Melson et nous vous donnerons, ce sera un déplacement une fois à l'Équerre, parce qu'il faut que ça soit décliné sur place, et une prise de sang. Et on vous tiendra bien sûr au courant régulièrement. Merci. 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 Alors, Dominique, pour répondre à ta question, j'ai demandé à Laurie, à qui j'ai traduit la question, sur la santé des gestatrices. Donc, elle va répondre sur cette question-là. Après, je traduirai. In the clinic. Non, la question d'avant. Sur la grossesse. Comment protéger la santé la santé. In the clinic, we look at both the intended parent and the surrogate as our patients. When the surrogate comes in to inquire about information and all the medical risk, we talk to her and consult her as she is our patient. The risk to the surrogate is anyone that has the same risk is going to become pregnant. And so we look at her obstetrical history very, very closely. If she has a history of more than 3 cesarean sections, for example, we do not allow her to become a surrogate. Alors, en fait, quand les gestatrices viennent donc, à la clinique pour faire les tests médicaux, en fait, ils choisissent, bien sûr, elles leur font passer tous les tests, et ils choisissent des femmes qui, évidemment, ont déjà eu des grossesses, et afin d'éliminer tous les risques. Par exemple, une femme qui aurait eu trois césariennes, elle ne serait pas sélectionnée. Donc, en fait, tous les risques sont minimisés parce qu'ils ne prennent que des personnes qui ne représentent aucun, justement. Voilà. Ah oui, ça va se... Psychologist. Okay. Before a surrogate can even be introduced to perform a surrogacy, she has to pass a very rigorous psychological evaluation that is done by a certified psychologist. And then she can be permitted to be introduced to the process of the surrogacy. Avant que la gestatrice soit sélectionnée, elle passe aussi une série de tests psychologiques sans lesquels elle ne peut pas rentrer dans le processus de gestation pour autrui. Et donc, elle doit correspondre à un certain nombre de critères. C'est une étude très approfondie qui est faite, une analyse psychologique très approfondie de cette personne, notamment, par exemple, savoir si elle est apte, si elle est suffisamment forte psychologiquement pour conduire le processus du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire, et y compris l'accoucher de l'enfant, et puis que ce soit les parents de détention qui prennent l'enfant, qui gardent l'enfant. Moi, j'aurais tendance, pour essayer de faire bouger les choses, à dire à l'association Clara, mais à tout le monde, que nous devrions organiser dans toutes les villes de France des manifestations, peut-être sur le type de conférences, pour discuter non pas de qu'est-ce qui peut être favorable à la GPA, mais les enjeux difficiles de la GPA. Parce qu'on n'est pas dans une solution, on a le droit de dire ah non, ça on ne fait pas, et mettre la tête sous le tapis, nous les Français, les seuls au monde, et à dire que notre réponse se contentera définitivement de dire c'est interdit, mais de dire avancer, ça fait courir des risques, mais ces risques sont moins grands que la situation actuelle, extrêmement perverse. Et donc essayer de faire en sorte que le niveau d'indignation collective dans notre pays bouge, parce que sans quoi il y a trop peu de gens qui ont besoin de GPA. Si on additionne toutes les femmes porteuses d'un Pitanski et toutes les femmes qui ont des pathologies cardiaques graves, leur interdisant de porter un enfant, eh bien, ça fait pas un coup de pression suffisant dans notre pays.
Donc j'aurais tendance à dire que si dans toutes les grandes villes de France, il y a une campagne de conférences sur la GPA, en invitant 2-3 orateurs et en n'étant pas justement dans l'irénisme en disant on ne peut pas en rester là, très clairement. Est-ce que notre pays doit être le seul d'Europe à ne pas se préoccuper de l'intérêt des enfants? La réponse est non. Et si on s'intéresse à l'intérêt des enfants, comment peut-on avancer? Et je pense qu'il faut véritablement bouger pour sortir la GPA de ce monde grossier dans lequel il est tombé. Je voudrais juste dire un tout petit mot. Dans les témoignages à venir sur les expériences vécues que j'appelais tout à l'heure, je pense que l'expérience de la Grande-Bretagne est très importante. Et je pense que dans la tête des gens, la GPA, elle a deux images, l'Inde, avec la surexploitation des femmes, et les États-Unis, avec le commerce, les catalogues, le fric, le choix des équipements. Et moi-même, j'ai connu l'expérience anglaise, parce que j'ai mis le nez dans la proposition de loi de Michel André, et que je fréquente, mais je veux dire... et que vos propositions sont quand même assez proches du modèle anglais. Et je pense que ça ne ferait pas forcément adhérer les gens, mais ça ferait comprendre qu'il y a plusieurs modes de façon d'accueillir cette modalité d'enfant. Je vais passer avec qui veut des questions. Moi, je voulais simplement énumérer, en effet, je suis d'accord avec Noël, c'est qu'aujourd'hui, on est en train d'interpréter tout. On dit qu'il faut faire des études à droite, des études à gauche, et en effet, allons dans le concret, avançons aujourd'hui. En effet, la météo, elle n'est pas bonne, mais il y aura peut-être justement un cyclone qui va pousser les nuages. Et pour pousser les nuages, il faut être ensemble, il faut arrêter de faire, excusez-moi du terme, je suis campagnard, mais de la branlette cérébrale. Il y a un moment, il faut y aller, il faut avancer, il faut qu'on y aille, parce qu'aujourd'hui, il y a plein de familles qui sont ici. Malheureusement, on a tous de l'amour à donner. Aujourd'hui, on ne parle pas de l'amour que l'on donne. On est en train de nous stigmatiser. Toi, tu n'as pas d'enfant, tu n'es pas un bon parent. Mais aujourd'hui, on a tous de l'amour à donner. L'adoption, malheureusement, c'est fini aujourd'hui. Il n'y a plus d'adoption, il faut arrêter de se voiler la face. Aujourd'hui, on nous pousse à dire, en effet, la GPA est interdite en France. Mais on ne regarde pas ce qui se passe dans notre dos. Parce qu'aujourd'hui, vous tapez mère porteuse sur Google, vous allez sur auféminin.com, vous avez des annonces partout illégales. Et aujourd'hui, on est en train de faire un grand n'importe quoi. On est en train de nous pousser à faire des bêtises et à nous condamner demain. Aujourd'hui, on préfère accepter de dire je mets un voile devant les yeux, aller à l'étranger, c'est pas grave, c'est hors de notre territoire qu'on ne voit pas. Mais aujourd'hui, malheureusement, il faut encadrer tout ça parce que autrement, on va tous au-devant de problèmes. J'espère qu'aujourd'hui, nous serons tous un jour parents, parce que nous avons tous de l'amour à donner, mais arrêtons avec des grands discours. Fonçons, il faut y aller en haut. Donc moi, je voulais vous remercier vraiment, parce qu'en effet, faisons peut-être des manifestations. Aujourd'hui, on a fait des manifestations pour le mariage pour tous. On a stigmatisé les parents et les homosexuels. Aujourd'hui, être homosexuel, ce n'est pas une tare. En effet, moi, à partir du moment où il y a de l'amour, ça ne pose pas de problème, c'est mon avis personnel. Et aujourd'hui, malheureusement, je me sens exclu de la société parce que je n'arrive pas à être clair. Mais je conseille quand même de dissocier la question des homosexuels hommes de la question de la GPA. Parce qu'à vouloir rentrer de front dans la porte avec les cornes comme ça, sans vouloir plier la tête, je pense qu'il faut faire 2 étapes, sans quoi ça passera, mais dans 25 ans. Si on veut faire avancer la GPA, il faut la désolidariser du problème des homosexuels et utiliser l'argument que c'est pas parce qu'il y a de l'achat d'organes un peu partout en France, un peu partout dans le monde, qu'on n'a pas légalisé le don d'organes chez nous. C'est justement parce qu'il y a des pratiques commerciales catastrophiques sur les organes qu'on a l'obligation de faire mieux en France. Et c'est parce qu'il y a n'importe quoi en matière de GPA un peu partout dans le monde que ça nous oblige, nous, en plus, à faire propre chez nous. Et aujourd'hui, en France, ça reste du business. Quand on regarde sur auféminin.com, je veux dire, malheureusement, moi je suis désolé aujourd'hui, c'est qu'on nous dit, aller à l'étranger, en France c'est interdit, malgré ce qui se passe derrière les rideaux,
Mais aujourd'hui, c'est pas parce qu'un couple est smicard qu'il n'a pas d'amour à donner. Sauf qu'aujourd'hui, je suis désolé, un smicard, il n'aura pas les moyens d'aller à l'étranger, alors qu'il a autant d'amour à donner. Donc voilà, merci de m'avoir écouté. Bonjour, je voulais répondre un peu, alimenter la réflexion ouverte par Nicole. Dans un premier temps, juste pour vous dire que il y a des travaux universitaires sur le vécu de l'accouchement et de la grossesse par les gestatrices, puisque moi-même je fais des recherches dans ce domaine. Ah oui, et donc je me présente peut-être. Je suis étudiante à l'école de études en sciences sociales. Je travaille sous la direction de Irène qui est en chance sur la question du vécu de la grossesse et de l'accouchement par les législatrices, et évidemment il y a aussi un regard qui est porté sur on donne la parole en tout cas dans ces entretiens aux couples qui font appel à la législation pour autrui, et on donne également la parole, et ça c'est assez récent dans le paysage universitaire français, donc à la législatrice. Donc en tout cas il y a des travaux universitaires en cours sur ce sujet. En fait, je voulais rebondir sur quelque chose qui est relié, d'une part sur la question de ce qu'on pourrait appeler un droit de réflexion, on va dire, pour les législatrices, et la question du lien qui pourrait se créer entre l'enfant et la femme qui porte, parce que c'est des choses qui sont liées. Moi-même étant sage-femme, et je pense qu'il y en a une maison, la constaté aussi, ça interpelle ce lien, ou ce non-lien d'ailleurs, qui se crée ou se crée pas pendant la grossesse et l'accouchement. C'est quelque chose qui interpelle, et en fait, plutôt que de le nier et au contraire de dire bah oui, ce lien il existe, et donc c'est pour ça qu'il faudrait donner un droit au mort, en tout cas un droit de réflexion à la législatrice, on peut très bien valoriser ce lien et dire oui, ce lien il existe ou il peut exister, et c'est une très bonne chose, mais si on a une place à chacun, s'il y a une place pour chacun, et si on ne fait pas comme on a l'habitude de faire en France, c'est-à-dire mettre un voile public sur ce qui se passe et faire comme si, et donc si on donne une place claire et nette à chacun, c'est beaucoup plus simple de dire bah oui, ce lien il existe entre la femme qui l'a porté et ses enfants, et c'est une très bonne chose, et ce lien il va déjà perduré, et on le voit, et dans toutes les expériences, toutes les études qui sont menées, on s'aperçoit que ce lien entre l'enfant et la législatrice, ils sont tenus, et souvent à très long terme, et il ne faut pas non plus se dire que la protection de la législatrice, ça va être de lui laisser forcément un lien, d'obliger en tout cas, je ne sais pas, un droit de visite, parce que en tout cas dans mes entretiens, ce qui ressortait, c'était plutôt que la législatrice est plutôt celle qui aura tendance à se retirer ou à se mettre à distance petit à petit, parce qu'elle va réintégrer sa propre vie avec ses propres enfants, et donc dans les quelques cas pour l'instant que j'ai pu étudier, c'était plutôt les parents, le couple qui avait accueilli l'enfant et qui était plutôt demandeur, qui envoyait très souvent des nouvelles, et finalement ce lien il se continue, mais voilà, de manière équilibrée, donc ça rejoint aussi un petit peu la question après des critères médicaux. Est-ce qu'il faudrait inventer un embryon, 2 embryons? C'est aussi, il y a évidemment des recommandations médicales, mais qui sont à la limite valables à la fois pour la procréation et l'hémorragie en général, pas plus minimum pour la gestation pour autrui. Et donc il faut faire, pourquoi forcément inventer un seul embryon, ou alors en général il faut généraliser avec toute la procréation médicale et non assistée. Qui avait d'autres questions? Bonjour, je m'appelle Lucas, je fais ma thèse à Paris sur la procréation médicalement assistée au monde international privé, et je suis grec. Alors je voulais partager avec vous des expériences, c'est une partie de mon étude. Selon une étude réalisée en Grèce sous l'égide du comité de la bioéthique, il paraît qu'il y a un nombre considérable de cas de gestation pour autrui qui sont effectués avec l'apport d'une personne qui est près de la famille, peut-être la belle-sœur. Plus précisément, c'est à peu près 24% depuis l'entrée en vigueur de la loi grecque. En même temps, je pense qu'il faut prendre conscience qu'il y a des enjeux qui peuvent être d'importance. Il ne faut pas minimiser les risques qui existent. Mais comme monsieur nous vient de le dire, le fait qu'il y a
des pratiques à l'étranger qui posent des problèmes, qui génèrent une exploitation des autres gens, c'est plutôt une raison pour réfléchir comment on peut réglementer ces pratiques chez nous, précisément pour faire éviter de telles pratiques d'exploitation. Je vous remercie. Bonjour, Cécilia Marie, je suis l'agente du syndrome NRH. Je suis venue avec mon père et on se posait une question en fait sur les résultats qu'il y a eu dans les autres pays où la gestation pour autrui est autorisée concernant la gestatrice et son employeur. Enfin, qu'est-ce qui se passe en fait au niveau social, au niveau de ses droits pendant la grossesse? Si elle est bien protégée, etc. Suivant les différents pays en fait. Voilà. Est-ce que Suzanne, vous voulez répondre sur la question pour l'Angleterre, savoir comment les droits sociaux de la gestatrice sont protégés par rapport à son employeur? Quelle est l'expérience de l'Angleterre là-dessus? Pendant la grossesse, parce que la mère, la gestatrice, est considérée par la loi comme la personne avec l'autorité parentale, elle a la même protection que toutes les femmes enceintes en Grande-Bretagne. Quand l'enfant est né, la loi va changer l'année prochaine, je crois, en Angleterre, et la mère d'intention va avoir je sais pas le mot français, oui, le congé parental. En Grèce, peut-être? La gestatrice en Grèce a tous les droits qu'une femme qui porte un enfant a, congé de paternité et tout ça. Et il est bon à signaler des décisions récentes de la Cour de justice de l'Union européenne qui portaient sur le droit de la mère d'intention de revendiquer aussi un droit de congé de maternité. Et il faut signaler que malgré le fait que dans l'une de ces deux affaires, l'avocat général était en faveur de la reconnaissance d'un droit au congé de maternité pour la mère d'intention, finalement la Cour de justice, en se prononçant sur ces deux affaires qui concernaient le Royaume-Uni et l'Irlande, a dit que la mère d'intention n'a pas des droits. Et là on voit un peu le rôle politique des cours européennes, comme aussi de la Cour européenne des droits de l'homme, qui pourrait être amenée à ne pas condamner la France pour des raisons politiques. Mais pour le reste, la gestatrice a tous les droits qu'une mère qui porte un enfant, alors elle bénéficie aussi de la protection du droit social. On va demander à chacun si vous voulez. Je voudrais bien dire deux petites choses. Premièrement, comme le ministre l'a suggéré, en France, nous sommes modèles pour la protection et pour l'organisation des dons d'organes. Moi, j'ai fait pas mal de greffes de foie chez des petits-enfants et c'est la maman qui donnait. C'est un problème extrêmement lourd, très très grave. Imaginez que cette femme meurt de cette opération, qui est beaucoup plus à risque qu'une grossesse. Bon, les risques sont évalués, sont discutés, on la revoit, ses motivations. S'il y a d'autres enfants, imaginez qu'ils soient orphelins de mère. Enfin, c'est un problème qui est complètement pris en charge, et du point de vue social, l'employeur, du droit, etc. Donc nous sommes modèles pour ce genre de choses. Et on peut l'appliquer, et mieux que dans des pays étrangers, on peut l'appliquer à la gestation pour autrui. Ça existe et c'est bien protégé en France. La deuxième chose complètement différente, c'est que je suis étonnée de ne pas avoir entendu le mot de clandestinité. Moi, je crois que dans notre lutte pour modifier la loi, parce que finalement c'est ça, il faut insister sur tous les dégâts de la clandestinité. S'il y a des GPA en France, moi je ne le sais pas, peut-être tu le sais,
elles sont clandestines, donc elles sont forcément mal menées. Quand une naissance à Strasbourg entraîne la mise en accusation de tout un personnel modèle, connu dans la France pour être modèle, d'une maternité, c'est parce qu'il y a de la clandestinité. Les effets pervers de la clandestinité, on les avait montrés pour l'avortement, on essaye de les montrer pour l'euthanasie, mais ils sont énormes. Il faut les mettre en éclat. On vous laisse en fait chacun conclure de 3 minutes. Oui, pour moi c'est extrêmement important de voir une salle pleine. C'est encore plus important de trouver au niveau des associations, parce que ça ne peut pas bien venir des médecins. Je vous rappelle que le problème de la GPA n'est pas un problème médical, c'est un problème sociétal. Techniquement, c'est pas il y a zéro problème. Donc, et c'est même pas un domaine d'intérêt pour les médecins, parce que en dehors des études sociologiques qui pourraient en résulter, le nombre de cas, la technique, ça ne peut pas exciter les médecins techniquement. Donc, moi je suis là en tant que citoyen. J'ai honte que mon pays soit aussi statique et régressif sur cette question. Et quand je cherche les causes, on n'a pas séparé l'Église de l'État il y a 105 ans pour en être là aujourd'hui. Je ne trouve pas bien que des gens fassent passer les lois de Dieu devant les lois des hommes. Donc pour moi, c'est juste une question de démocratie et c'est une question républicaine que la GPA ne reste pas dans l'état de paternalisme dans laquelle on l'a mis et d'autoritarisme. Pour avoir un jour été au Conseil d'État et avoir dit, le citoyen disant ne comprend pas quelle est la philosophie de la loi, quelles sont les valeurs que nous cherchons à protéger en mettant une amende aussi forte et des années de prison pour ceux qui prêteraient la main, ça veut dire qu'il y a des valeurs derrière. Le citoyen disant, il veut juste connaître les valeurs. Le président du Conseil d'État, qui avait en l'occurrence mon âge, m'a répondu de manière extrêmement laconique, « Monsieur, nous savons les valeurs que nous protégeons. Circuler, il n'y a rien à voir. » J'étais là, j'avais l'impression d'être venu comme un externe, vous voyez, un petit étudiant en médecine, et c'était un homme de mon âge. Et quand je vois qu'en 2011, lors de la révision de la loi bioéthique, il y a 2 sujets qui n'ont pas été révisés et pas été discutés, c'est-à-dire qu'il y a eu quelques happy few qui ont décidé qu'ils savaient, eux, ce qui était bon pour les Français, c'est l'anonymat du don de gamètes et la GPA. Pas discuté au moment de la révision de la loi bioéthique. Je trouve ça scandaleux, honteux, lamentable qu'on nous prenne pour des benets et que, par argument d'autorité, on nous impose la voix des religieux sur cette question. Et donc, pour moi, mon militantisme, c'est de dire, mais c'est quoi notre pays qui continue d'exporter sa souffrance à l'étranger, comme au temps de l'IVG? Mais très clairement, je ne fais pas partie de ceux qui, quand il y a un sens interdit, que je conteste, le prennent quand même. Je ne peux pas faire des GPA dans mon service, parce qu'en fait, je n'aurais pas terminé la première que je suis en prison, et ça arrangerait beaucoup de monde. Donc il faut absolument bouger sur le plan juridique pour que cette question change, et ça ne peut venir que des associations. Ça ne peut pas venir du monde des médecins, ça ne peut même pas venir du monde juridique, parce qu'ils ont leur mécanisme. Ça peut venir du monde politique, activé par vos réseaux. Sylvie. J'ai une simple question, j'ai un simple adhérent de l'association de parents. Quand il y a un gros problème par le passé, dans l'historique d'un pays du monde, on parle de créer une fondation. Donc pour moi, le principe de la fondation, c'est récupérer des fonds pour une idée. Et est-ce que cette idée vous semblerait une bonne idée pour faire développer la notion de GPA, la faire de connaître le grand public sous le bon angle? Et est-ce que sous cette logique-là, vous seriez prêt à en être un des porte-parole? La réponse est oui, c'est une bonne idée. Et l'autre réponse est oui, je suis prêt, même si ça m'a beaucoup nui à titre personnel, d'afficher ma posture favorable au cas par cas en matière de GPA. Il y a énormément d'enceintes et de lieux bien pensants qui me considèrent comme quelqu'un de pas très
cachère, si vous voyez ce que je veux dire. J'avais dit autre chose. Donc je retiens votre idée, je vous contacterai. Merci. Excusez-moi, avant de faire la conclusion tout à l'heure, on fera quelques propositions. Oui, moi je voudrais appeler aussi à une autre forme de résistance, même si les juges sont complètement coincés dans ce pays. D'abord les juges de la Cour de cassation, juridiction suprême, et les juges du fond, c'est pas le même combat nécessairement, et je pense quand même que s'il doit y avoir de la résistance, et il doit y en avoir, c'est bien sûr par les associations, il faut continuer à alimenter des procès. Parce que c'est la seule façon de... Parce que là, c'est visible. Si on reste dans le maquis et dans le truc souterrain, on dira, bah, vous voyez, finalement, la Cour de cassation a gagné, il n'y a plus personne qui va, finalement, l'arme de dissuasion du refus de la transcription a marché. Et donc, vous resterez tous dans une espèce d'entre-deux avec des actes de naissance délivrés à l'étranger qui ne vaudraient rien en France, à moins qu'on attende un scandale, enfin, quelque chose qui finalement émeuve tout le monde, c'est-à-dire la séparation d'un couple où il faudra que le juge d'affaires familiales tranche sur le droit français, ou le décès d'un des parents. Voilà, il va falloir attendre ça. Donc moi je pense quand même, voilà, c'est déjà arrivé, mais ça n'a pas été publicisé. Tant que c'est pas publicisé, ça ne marche pas. Les jugements, ils sont toujours publics, ils sont toujours commentés. C'est important cette résistance auprès des juges, parce que parfois, on arrive quand même à y réfléchir. Et je pense que le gros problème, et je rejoins un peu ce que disait Dominique, c'est que depuis 1994, les premières lois de bioéthique, on n'a jamais réfléchi sur la division de la maternité. On a plus réfléchi sur la question de la division de la paternité, mais on n'a jamais réfléchi, alors qu'on a voté sans aucun problème en France la possibilité du don d'ovocytes, on n'a jamais réfléchi à ce que c'était que la collaboration entre deux femmes, on n'a jamais réfléchi sur cette question-là. Donc je pense que, et les féministes sont féminisées comme Dominique le disait. Donc je pense que vraiment, je vois pas pourquoi en France on est arrivé à admettre sans aucun problème par rapport à d'autres pays, l'Allemagne, l'Autriche, la Finlande, refusent d'en aussi. Pour nous, c'est apparu évident, c'est passé vraiment comme une lettre à la poste dans le principe d'égalité, et ça aurait dû nous inciter à réfléchir à ce que c'était que justement la division de la maternité et d'ouvrir très largement, très vite, la possibilité que ça soit non seulement une division entre la femme qui porte et la femme qui donne son ovocyte, mais aussi entre, voilà, de manière plus large, réfléchir sur cette division. Et je crois aussi que l'autre chose qui pose un problème, et on l'a bien vu au moment de la révision de la loi de bioéthique en 2011, c'est que la GPA, la gestation privée, ça fait exploser la question de l'anonymat. Et je pense que c'est un des freins quand même importants qui fait qu'on ne peut pas en parler, parce qu'à partir du moment où on va admettre que voilà, les choses se font de manière transparente et on convient tous que si elles doivent pouvoir être portées, c'est dans une forme de transparence, dans une forme de collaboration assumée. Or en France, dès qu'on dit transparence entre le donneur ou la donneuse d'engendrement et le couple qui va profiter de ce don, on a tout de suite dans la tête la question du secret, l'anonymat. Et on est tellement braqué sur cette question du secret et de l'anonymat que évidemment la gestation pour autrui, du point de vue de la cohérence des principes, c'est le poil à gratter, c'est vraiment ce qui empêche de tourner en rond. Et je pense que malheureusement les deux questions sont assez liées. Voilà. Et que peut-être lorsqu'on soulèvera un peu la question de l'anonymat et qu'on reconnaîtra que les tiers qui aident ont une place, on arrivera peut-être, je ne sais pas, mais au moins à avancer un peu sur cette question de la place de la gestatrice. Bon, juste un tout petit mot, parce que c'est vrai que, un tout petit mot, c'est vrai que dans mon obsession totale sur la poursuite du débat, que ce soit un débat de fond, qui soit public, qui soit large, etc., que les argumentaires ne soient pas des argumentaires intellectuels, comme vous avez dit, mais aussi très pragmatiques. Je pense que ce qu'a dit Madame Pierre fait était très important, c'est-à-dire que de décrire les conséquences de l'interdiction, à savoir la clandestinité et l'horrible terme du tourisme procréatif, donc le fric. Et les enfants sacrifiés. Et les enfants sacrifiés. Bon, enfin, ça, je pense que les enfants, ça va évoluer. Bon, enfin. Bon, c'est pas le problème. Je pense que, et je voudrais rappeler
les débats publics sur la question de la légalisation de l'avortement. La thématique globale portée par le mouvement social, c'était la libre disposition de son corps et c'était le choix de faire des enfants quand on a envie de le faire. La thématique qui a été portée sur les frontispices politiques, ça a été plutôt les dégâts de l'avortement clandestin. Et ça a contribué énormément à ce que certaines mentalités évoluent en disant de toute façon ça a lieu et il y a des morts. Bon, et là, je pense que raconter aussi ce que c'est que la clandestinité, les conséquences que ça a, l'accouchement sous X, la non-reconnaissance, les accidents, plus le tourisme procréatif, c'est important à condition qu'on convainque aussi que ce sont des désirs d'enfants qui sont non jugeables et non répressibles. Merci les trois. Je vais en profiter encore quelques instants du panel. Tout à l'heure, dans sa présentation, Dominique avait dit si vous avez des questions sur les papiers, les droits, enfin, etc., tout ce qu'il a présenté tout à l'heure, c'est le moment. Oui, parce qu'on attendait Laurence pour le faire avec toi. Donc, s'il y a des questions, là-dessus, enfin, on en prend 2 ou 3, mais pas 10, parce qu'après, on je ne sais pas si ça concerne les questions, mais on parle beaucoup des États-Unis. Moi, j'ai vu sur la Grèce, apparemment, en Grèce, c'est accepté, beaucoup de choses, on n'a pas entendu beaucoup parler, mais c'est toujours le même problème, c'est-à-dire que si on a un enfant aux États-Unis, un enfant en Grèce, de toute façon, on rentrera avec un enfant qui est en Danois. Il n'y a pas d'évolution là-dessus, on est bien d'accord. Bonjour, vous parliez tout à l'heure de transparence. Alors justement, dans le cas d'un enfant né suite à une GPA encadrée légale en Californie, est-ce qu'il ne serait pas bon de prendre les devants et d'aller directement au consulat français en Californie? Et alors, je ne sais pas, oui, est-ce qu'on prend des risques? Est-ce que ça peut faciliter les choses? Voilà, ça mènera droit au juge. Vous avez bien posé la question, même si elle me fait très peur. Vous n'avez pas évoqué la circulaire Taubira, parce qu'effectivement, on n'a pas évoqué, je veux dire, elle est citée en janvier 2013, et des évolutions depuis. C'est vrai qu'on est vraiment perdu sur, finalement, aujourd'hui, est-ce que cette circulaire est encore en application ou pas? Qu'est-ce qui se passe? Apparemment, c'est que vous demandez des questions, mais voilà, on ne pense pas très bien. Pas question maintenant. Sur la question de la transparence. Après, bien sûr, moi vous exposez à une procédure judiciaire immédiate. Mais après, voilà, la question, c'est-à-dire qu'il y aura soit une transcription. Voilà. Oui, bien sûr, mais il n'y aura pas de sanction pénale. C'est-à-dire que la jurisprudence considère que, à partir du moment où ça s'est passé sur le territoire américain, les sanctions pénales françaises ne pourront pas s'appliquer. Parce qu'il y a eu un risque, et les Canadiens le connaissent bien, que d'une certaine manière, ces actes qui disent qui reconnaissent qu'une femme qui n'a pas accouché est considérée comme la mère, ça fait partie, c'est un délit de stimulation d'enfant, sanctionné pénalement en France. Hein. Donc, à partir du moment sur un acte de naissance, il y a le nom d'une femme dont on ne peut pas prouver qu'elle a accouché, c'est un délit pénal. Mais ce délit pénal est d'application franco-française. Et à partir du moment où ça se passe aux États-Unis, et en particulier le consulat est considéré comme territoire américain, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc il n'y a pas de souci de retrait d'enfants que l'on vient d'avoir. Pour l'instant, l'hystérie collective voilà. actuelle, on n'en sait rien. Aujourd'hui, on a cette jurisprudence. Là-dessus, elle n'a pas bougé. Je ne sais pas, hein, effectivement. La jurisprudence, à la différence de la loi, ça peut changer avec un juge. Voilà. Donc ça, on en est là. Mais je considère c'est vrai que quand j'appelle à continuer à alimenter les procès, c'est vrai que ça nous expose à prendre des risques. Ça veut dire qu'il faut y aller et demander la transcription, soit au consulat, soit au service d'état civil à Nantes. Mais il me semble que ça serait dramatique. Parce que s'il n'y avait plus de jugement, si on imaginait que les gens, on pourrait, comment dire, le ministère de la Justice pourrait dire, écoutez, il y en a plus, ça y est, on a gagné. Hein, donc, à la fois, c'est toute la difficulté de votre situation, c'est qu'il peut y avoir des manifestations par les associations, mais tant qu'il n'y a pas de jugement qui prouve, les gens continuent à y aller, à un moment donné,
les gouvernements peuvent dire ça n'existe plus, oui, la télé, etc. Mais bon, ça reste quand même la seule voie publique, et je sais que ça expose à énormément de soucis. Donc ça, c'est... Voilà, mais je ne sais pas si en tant que président d'une association, vous avez le même point de vue que moi, juriste, qui me dit que... C'est clair qu'on n'a pas le même point de vue, parce que nous, on n'incite pas du tout les gens à aller au-devant des ennuis. De toute façon, ça va coûter cher. Alors, effectivement, après avoir passé la première, la deuxième, la cour de cassation, vous n'en pas votre enfant, heureusement, mais vous aurez dépensé beaucoup d'énergie, vous aurez laissé beaucoup d'argent, et je ne parle pas des autres dégâts dans la famille. Donc, d'où l'intérêt d'une fondation pour aider. Je ne conseille absolument pas. Mais. Je pense qu'on peut faire on peut avancer et collectivement trouver une réponse d'accord entre les deux, parce que je suis d'accord avec tout ce que j'ai entendu. Et je pense que, voilà, donc je vais revenir à la base des trois questions. La première question sur la Grèce, dans ma présentation, je vais bien expliquer. En Europe, aucune chance, vous êtes résident. Et en Grèce, c'est peut-être un peu moins difficile de l'être qu'en Angleterre, en Grèce aussi, mais c'est impossible. Il y a plusieurs adhérents qui sont étudiés, ça demande des trucs dingues parce qu'il faut être résident avant de commencer le processus, il faut être encore résident après l'accouchement. Donc 2 ans de résidence en Grèce, aux États-Unis, c'est très moins cher. Il y aura moins d'incertitude. Voilà, donc désolé, on ne peut pas dire. Maintenant, la situation, ça me choque quand j'entends si illégal ou tout ça. Non, vous passez la frontière, ce n'est pas illégal, c'est parfaitement légal, vous êtes dans votre droit. La question est de faire reconnaître ensuite les droits de vos enfants. Il faut la poser correctement, cette question. Aujourd'hui, c'est tout le mécanisme que je vous ai montré avec les actes étrangers. On a fait la jurisprudence pour ne pas être embêté au pénal. A priori, ça devait venir, mais qu'on voit le délire de certains magistrats français, touchons encore du doigt. C'est pour ça que aller au-devant d'un consulat, déjà, il y a 2 façons de le faire. Il y a une façon d'y aller physiquement, là vous êtes mort parce que vous allez vous faire harceler, vous ne gagnerez rien, et on vous posera des questions en pas. L'autre, c'est d'attendre 30 jours et d'envoyer une lettre. Mais moi, mon rôle, c'est de vous dire la vérité. Il n'y en a personne, à moins d'aller trouver un statut pour une raison très exceptionnelle. Vous avez prouvé que vous êtes résident US, ça a été fait par un couple, parce qu'il était résident US quelques années avant. Ça ne m'attrape jamais. Et aller au-devant de plein de procédures de justice, c'est un prix à payer très cher que je ne voudrais pas vous conseiller. Maintenant, rien ne vous empêche d'aller le faire. Maintenant, c'est pas pour autant qu'il faut ne pas faire des procédures. C'est pour ça qu'on avait beaucoup réfléchi dans l'association. Une des premières procédures, c'est de demander une CNF et d'aller attaquer, même si on vous la refuse. Puisqu'on doit vous répondre dans les 6 mois. Là, les 6 mois, on va attaquer. Avec CNF, certificat national français. Et là, on ne peut pas vous embêter. Parce que là, le problème, si vous allez demander une transcription, c'est que la jurisprudence délirante, certes, la jurisprudence fait qu'on peut lâcher les chiens sur vous. On peut vous embêter jusqu'au bout. Voilà. Parce que quand même, c'est incroyable. Dès qu'on sort de frontières de France, qu'on explique juste notre cas, alors qu'ils nous ont refusé la transcription. 2 ans après, ils ont transcrit pour l'annuler. Et après, ils ont à chaque fois qu'ils perdaient, ils reportaient le paix jusqu'en cours de cassation. Donc, vous vous rendez compte, forcer une transcription pour demander son annulation, il n'y a personne qui peut comprendre ça. Et donc, à partir du moment où ils se sont donné ce droit-là, alors qu'il n'y avait aucun texte pour lequel s'appuyer, il est clair que c'est quand même un sacré danger. Donc, on vous le déconseillerait. Parce qu'il y a transcription. Tandis que dans une CNF, ça permet de répondre sur l'aspect de la circulaire Taubira. Donc, la circulaire Taubira, comme je disais tout à l'heure, elle ne crée pas un nouveau droit, elle le rappelait. Et il y a eu une contestation. Alors, il y a des agents qui sont haussés du col en disant qu'ils avaient déposé un recours devant le Conseil d'État. En tous les cas, aujourd'hui, je répète ma phrase de tout à l'heure, il y a que l'émanation d'une secte religieuse brésilienne et une personne privée. Les autres qui vous ont dit qu'ils avaient fait un recours, non. Sauf que le recours n'est pas jugé, pour l'instant, il n'a pas eu lieu. Donc la circulaire Taubira s'applique, il y a eu beaucoup d'adhérents qui ont obtenu une CNF. Il y a d'autres situations où c'est bloqué, des fois c'est bloqué au même endroit. Donc si on veut faire des actions collectives, il faut pousser à fond ces actions, de même qu'il y a des tas d'actions collectives à faire en pression sur la Convention internationale de la Haye. Quand j'ai sollicité beaucoup de gens de l'association, on a envoyé des questionnaires, ce qui fait que la Haye peut dire la France c'est le pays où il y a le plus de gens qui vont à l'étranger. Ça c'est ultra important. De même que c'est ultra important de répondre
à toutes les études sur les enfants nés par GPA, parce que l'étude a cité, ça, ce sont des enfants qui sont en France. Ils vont exister. Il faut faire exister nos familles, il faut faire exister nos enfants. Donc, moi, je rejoins tout à fait ce qu'a dit Laurence. Il faut vraiment faire ces actions. On se cède. Voilà. Plus, la dernière fois que l'Office parlementaire des choix scientifiques et techniques s'est prononcé de manière très réactionnaire, c'était aussi notre majorité. Aujourd'hui, arriver en tant qu'association à redemander au Parlement, qui avait été sollicité à cause du statut des enfants, de dire le statut des enfants, il n'a toujours pas changé, c'est un moyen de faire bouger les choses. Donc moi, si j'étais président d'association, je redirais au Sénat et à l'Office parlementaire des choix scientifiques et techniques que cette question n'a toujours pas bougé. Et qu'est-ce qu'on fait? Donc il se remettra à l'étudier, et il y a une petite chance qu'au hasard d'une majorité un petit peu avec les Verts qui bougent beaucoup sur cette question et qui va cueillir un autre avis de l'Office parlementaire, qui la dernière fois était juste en réaction au rapport du Sénat de Michel André. Michel André a dit qu'il faut avancer, nous on dit qu'il faut reculer. Aujourd'hui, le Parlement est un peu différent, il faudra en profiter. Merci sur ces bonnes paroles. Je vais remercier le panel, parce qu'on a abusé de votre temps.